Tiers livre, c'est les carnets privés. C'est un journal que je fais pour moi parce que j'en ai besoin. Je fais comment? Une grande... Non, j'essaye que ce soit petite vignette, petite vignette, petite vignette. J'y arrive pas tant que ça, mais c'est quand même ce que j'essaye. Alors ces vignettes, si je fais ça une fois par semaine, je prends juste des petites notes. Ah tiens, ça pourra faire un truc carnet. Ou alors ça, ce rêve là, il faut que tu le gardes, que tu t'accroches. Alors c'est parti comme ça. Et comme ça fait pas mal de mois que ça dure, j'ai pris un point de départ arbitraire, mais je mets toujours un petit numéro, un petit numéro, un petit numéro. Ça m'aide. Toute la vie est dans le séquençage. On dit ça depuis qu'on a inventé l'ADN. C'est parti. Le premier truc, c'était un peu pour me chauffer. Mais j'aime aussi qu'on ait des incises. Si les rêves c'est là, que ce soit ce qu'on entend dans le dehors, ce qu'on reçoit par les emails, vous savez, c'est aussi quelque chose sur quoi je reviens. Les gamberges aussi sur l'outil même, le numérique. Bon, c'est facile de se moquer des gens quand vous êtes n'importe quoi, supermarché, tout ça. Vous entendez hop ou tac. Pendant longtemps, hop a eu le dessus. Vous êtes n'importe quoi. Hop. Et maintenant, c'est concurrencé par tac. Tac. Hop, tac, hop, tac, hop, tac, hop, tac, hop, tac. Alors moi je pensais, pourquoi on ne ferait pas un concours national de hop et de tac? Ou en tout cas, suivre ce grand combat de géants. Est-ce que parce qu'on en a marre du hop qu'on fait du tac? Ou est-ce qu'il y a dans le hop et le tac des choses qui correspondent à la nature profonde selon que vous êtes plus dans les O ou dans le A, dans le P ou dans le K, ou dans le H ou le Ta, ou hop et tac. Et après, est-ce qu'on se moque? Non, c'est bizarre, c'est que prenez ces machins. Ça, c'est mon petit clavier. J'aime bien d'ailleurs, j'ai de l'affection parce que après tout, on s'en moque de la machine, on s'en moque des calculateurs, des trucs, on s'en moque, mais c'est ce qui permet d'écrire. Vous savez, Mac, là, ils ont sorti il y a 3 ans un MacBook 15 pouces, alors moi j'ai ça, j'ai jamais pu m'habituer au clavier. Ils ont sorti une machine de ce prix-là, avec un clavier de merde, les touches qui pètent, ça qui est pas du tout agréable, et surtout, dès qu'on fait un petit faux mouvement, on peut perdre tout notre paragraphe, et pendant 3 ans j'ai subi ça, là maintenant avec les touches qui... J'ai acheté un tout petit clavier Bluetooth. Alors l'avantage c'est que du coup je peux me mettre dans un petit coin, et puis taper à distance, j'en avais déjà parlé. Alors, hop et tac, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire comment on a pu intégrer par rapport à la lenteur des gestes d'autrefois. Les tiroirs caisses, les trucs qui soufflent, les touches des calculatrices, et puis... Non, un truc, tac, et ça tape, et ça toque. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous, de faire la jonction entre l'instantané du clic, qui est partout, dans tout le moindre échange avec quiconque, partout où vous êtes, et la durée engendrée par la relation qui dépend du hop ou du tac. Je passe mon ticket, hop, et tac, hop, et tac. C'est plus cette question de la disjonction du temps, qu'on dépende d'un geste qui fait et avec la contrepartie que comment vous accompagnez le long. Voilà, hop, tac, voilà, tac, hop, voilà, tac, hop, voilà, tac, hop, voilà. Le langage, globalement, on peut pas dire qu'il y gagne. Alors, est-ce qu'on regarde ça de haut? Non, voilà. Ces derniers temps, j'avais un autre truc. Un fil à la patte parce qu'il est en train de charger, parce que c'est un vieux iPhone, alors il se décharge très vite en une demi-heure, 3/4 d'heure, mais alors je le recharge très vite aussi. Je vous raconte ma vie, c'est pas très intéressant. Débranchons-nous. Mais finalement, qu'il se décharge très vite, ça me contraint à beaucoup moins l'utiliser pour aller regarder ton Instagram quand t'es au machin truc, et c'est une bonne protection aussi. Eh ben, figurez-vous que ce sur quoi je lutte en profondeur
en moi-même, pour, contre moi-même en ce moment. Par exemple, tu es en train de téléphoner, tu dis un truc, et puis la main a toujours le réflexe d'aller chercher. C'est-à-dire tu vérifies tout le temps que tu l'as pas oublié, donc il est dans cette poche. Il n'est pas dans cette poche, donc il est dans celle-là. Et donc tu as la main qui n'est pas connectée à l'appareil, mais qui vérifie la présence du truc. Et tout d'un coup, tu as cet merde, je l'ai oublié. Merde, où il est? Et après tu dis, oh, ça va, puisque je l'ai à l'oreille. Oh, quel combat contre soi-même. Point suivant, faut pas s'attarder même sur les trucs où on a du plaisir à parler. Je regarde mon pense-bête. C'est là, sur l'ordinateur. Je passe sur Ulysses. Qu'est-ce qu'il me dit, l'email? Votre commande de... ouais, c'est pas la question, on y reviendra tout à l'heure là, sur le Black Friday et tous ces machins-là. Mais dans ce tout petit machin, j'ai 118 600 photos. Ça veut dire que j'ai rassemblé, j'en parle dans le journal Images du site, tout ce qui traînaillait de mes images depuis mon premier appareil photo numérique en 2003. Alors évidemment, ensuite, j'en ai eu 4, 5, plus ce qu'on peut faire sur Instagram et tous ces machins-là. J'ai réimporté un peu quelques Instagram, pour beaucoup, parce que Instagram, c'est pas très travaillable. Et j'ai tout entré dans une base Lightroom. Alors ce qui est génial, c'est que je peux me balader par les endroits, je peux retrouver qu'est-ce que tu faisais à tel jour, qu'est-ce que tu avais vu. Et puis, il y a des tas de visages qu'on reconnaît pas. Mais après, tu te dis... Mais c'est dingue, ce truc dans le train, tu te le fais ramasser, ou des fois les disques durs, bon ceux-là ils sont super costauds, protégés et tout, mais ça pète, ça flingue quoi. Toujours ce vieil axiome qu'en informatique tu n'as pas une donnée sur un seul support. Ben là la donnée c'est l'ensemble, alors ça fait quoi? J'ai compté à peu près 850 mégaoctets, c'est pas forcément. Avec un truc d'1 Tera, celui-ci il fait 2 Tera. Donc j'ai commandé un autre là, de 2 Tera, je l'ai eu à 79 balles. Mais pas un protégé, parce que ça lui il restera planqué, mais j'aurai mes photos en double. Ben, c'est bon là, ils me disent qu'il est parti, je l'aurai mardi. Bah, c'était justement ça. Avec leurs histoires de Black Friday. Alors Amazon, je veux bien, mais moi finalement c'est la Fnac et tous ces machins-là, Boulanger, tout ces Miss numérique, qu'on envoie. Ça te bombarde de mails, et comme si tu regardais tes emails, alors tu mets en indésirable, ça trie, mais quand même ça te... Des fois il y en a marre, quoi. Alors le comble, alors c'en était un qui disait, alors c'était un gros titre qui s'affichait, une folle envie d'ouvrir cet email vous envahit. Bon, c'est pas du Racine, hein. C'est un peu plus rap. Une folle envie d'ouvrir cet email vous envahit. Alors, rythmiquement, ils sont pas doués pour la langue. Une folle envie d'ouvrir cet email vous envahit. C'est toujours cette fin sur le vous envahit, ça marche pas. Vous envahit envie folle ouvrir email, celui-là. Déjà, ce serait mieux. Il manque le vous. Envahit folle, envahit envie folle ouvrir email, vous. Là, ça devient du Black Friday. Alors, folle envie, alors qu'est-ce qu'ils voulaient vendre ceux-là? Je n'ai même pas regardé, en fait. Bon, point suivant. J'aimerais bien parler de choses un peu là. C'est un copain qui parle pour un projet qui se développe à la directrice d'une médiathèque, d'une grande ville de la couronne parisienne, une préfecture. Donc, c'est pas une demi-médiathèque. Il parle de... Tiens, il sera là pour faire ci. Est-ce que on peut faire quelque chose ensemble? Mais c'est pas plus que ça. C'était pas une demande à moi, d'ailleurs. C'était lui qui avait pris l'initiative. Et moi, je le sais bien, les bibliothèques, ce qui compte, c'est la jeunesse, le polar, la BD. Le polar, la jeunesse, le BD. Littérature, c'est fatigant. Ou alors, ce que demandent les gens.
Paulo Coelho, ouais, voilà, t'en prends 10. Eric Emmanuel Schmitt, tu m'en prendras 5, etc., etc. Puis nous, on est bon pour le désherbage, ça j'en ai parlé souvent. Mais c'est autre chose qui dit, mais c'est-à-dire qu'à la fois, je reste propriétaire d'une marque. C'est quoi la marque? C'est Tierlivre? Non, c'est la marque, c'est mon nom. Sauf qu'on est tout un paquet de François Bon. J'ai encore eu ça à Liège la semaine dernière. La personne qui me présente, et pourtant, c'était de bon cœur. Et il a même écrit un livre sur l'homme préhistorique. Je dis, ah non, c'est pas moi, celui-là. Eh ben, la directrice de la médiathèque a dit, mais François Bon, il publie plus de livres. Et après, c'est pas la question que tu protestes. Si madame, il y a tous les tiers-livres éditeurs et tous les... Je publie moi-même mes livres, etc., etc. Et qu'est-ce que je fais d'autre sur le web que du livre? J'ai dit en ce moment, stand-up littérature. La littérature qui se parle. Ben, c'est tellement mieux. C'est le livre qui se donne, là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ce type a choisi de se retirer du jeu. C'est quoi le jeu? Édition commerciale, article dans les journaux. Bon, côté patate routine, bah, je suis plus dans la patate routine. François Bon, il publie plus de livres. Poum, ça intéresse plus les médiathèques. C'est toujours le truc, mais des fois, c'est quand même un petit peu trop souvent ce genre de machin. Comme là, vous savez, je fais des chroniques, j'appelle ça les jeudis livres. Je prends un livre récemment paru, et puis j'en parle. Et c'est un effort, mais c'est un effort qu'on fait pour soi, attention, hein. C'est pas un effort qu'on fait pour les autres. Ça, le mec qui pense qu'on fait des trucs pour... Non, tu le fais parce que ça t'aide à piger la démarche, ça t'aide à piger comment il a vécu, lui, les bifurcations qui ont fait que le livre prend cette trace-là, ou comment une idée, une intuition, à la limite ce genre d'intuition qui sont en permanence les nôtres, notre grosse marmite, ça a pris cette façon de se construire. Donc, grand plaisir à faire ça. Et je sais pas, là, alors vous savez qu'en septembre, j'avais fait ça, défi 30 livres, 30 jours. Bon, c'est des trucs, là encore, tu fais ça pour toi, parce que ça t'oblige à aller plus loin, à mieux comprendre, mieux maîtriser, pas te gourer aussi dans les réglages et tous ces bazars. Alors, tu demandes rien, et tu le fais parce que tu as envie du côté physique de cette explication, même si elle est brève, mais justement aussi parce qu'il faut la tenir brève, et en même temps tu gardes ta lecture, tu fais pas compte rendu, tu fais pas comme les trucs, tu mets pas les adjectifs comme la presse littéraire routine, tu vas là, c'est-à-dire qu'ils anticipent les adjectifs que les éditeurs pourront choisir après pour les rééditions, etc., ou les pubs, pour te mettre inoubliable, incontournable, humour, etc., etc. Tu fais pas ça non plus pour que l'auteur te remercie, c'est pas ça du tout, c'est des fraternités plus souterraines. Bon, il y en a qui mettent même pas de like sur Facebook, c'est pas grave. De toute façon, en plus même, ça se comprend. Il y en a qui disent, tiens merde, il me l'a pas envoyé. Pourquoi il me l'a pas envoyé? Et il m'est arrivé encore ces jours-ci, tu le prends sur le Kindle, tu le lis, et oh, qu'est-ce que j'aurais fait de vie? Mais il te l'a pas envoyé. Donc tu te dis, bon, c'est que la question, il ne souhaite pas que je vienne. Tant mieux. Mais alors, il y a eu le cas avec 2 autres. Tu fais un truc, tu es hyper heureux, ça sort juste le même jour que le bouquin sort. Et les gars, une semaine après, un article dans Libération. Waouh, le premier article. Et là, ça m'est arrivé hier soir. Enfin, non, c'était pas enfin, c'était Twitter, le premier papier. Alors évidemment, moi, c'est pas du papier. Simplement un papier dans ce monde de l'imprimé. Qu'est-ce que vous allez lire, vous, comme chronique littéraire dans le monde de l'imprimé? Évidemment, vous surveillez votre bibliops, machin, on en reçoit tous aussi, là, ça passe sur Twitter aussi, tous ces trucs-là. Est-ce que c'est prescripteur? Est-ce que, si moi j'essaye est-ce que la question de la prescription serait le problème? Non, mais je pense que la question de la réception est plus différente. C'est une économie de l'attention, parce que c'est pas que vous allez entendre parler d'un livre plusieurs fois dans plusieurs trucs, encore que maintenant il n'y a que ça qui marche. Vaut mieux 10 fois dans 10 machins différents, même si c'est que
que ça dit rien, puis que vous lisez même pas l'article, c'est pas trop important, c'est la fréquence. Mais il me semble qu'il peut y avoir un dialogue aussi qui tient... bah ouais, c'est pas nombreux ici. C'est littérature contemporaine. C'est déjà pas mal d'avoir... mettre ça le pied dans la porte ici. Et on voit bien que les usages de YouTube, ça commence à solidifier, ça commence à grimper. Donc finalement, quand tu parles d'un bouquin, tu dis aussi, ah, là, il y a... Tu mets un petit coup de taser, là, comme certains font. Là. Alors ensuite, la grosse cavalerie. Les auteurs de papier, bah, évidemment, ils se disent, ah, celui-là, ça peut valoir le coup que j'aille mettre mes adjectifs parce qu'il est déjà repéré, c'est moi que ça fera valoir. Ça se mord un peu la queue, tous ces machins-là. Mais 2 fois en 10 jours, cette réaction de dire, ce bouquin sur lequel toi tu t'es chiné, que t'as lu, t'as inventé ton truc, t'as repéré, t'as fait tes petites... Tu construis ton machin, et dans les 2 cas, ce qui te revient, c'est 5 jours après, oh, j'ai un article. Enfin, ça veut dire que toi, ton truc, non, ce n'est pas considéré comme ni critique, ni article. T'aurais rien fait, t'aurais été pissé dans ta cafetière, que ça aurait été la même chose. Alors, bon, ça me pose quand même des grosses questions là sur cette histoire de... Mais jeudi livre ou pas, mais jeudi livre. Bon, allez, point suivant. Je voulais parler d'un truc sérieux. Alors, ça nous arrive régulièrement. On intervient dans des colloques. Souvent, ça se passe bien. D'une part parce que dans les colloques universitaires, moi je suis pas universitaire, donc c'est pas toi qui va aller faire. Des fois on reçoit ça. Si vous voulez nous faire une proposition que nous examinerons. Non, je passe pas d'examen. Tu veux un clown, tu payes ton clown, il va venir faire son tour, et puis voilà. Alors, des fois, ça reste des souvenirs grands. Je me souviens quand Yvan Leclerc, il y a 2 ans, nous a reçus à Rouen, et puis que le soir, on allait visiter la maison natale de Flaubert, sa chambre, il y avait Toussaint, Michon. 2 ans, je dis, ça remonte peut-être un peu plus. C'est vrai que j'avais rencontré Françoise Kahn il y a au moins 4-5 ans. Donc c'est bizarre nos petites horloges intérieures. Ouais, et après, alors pareil, Yvan, il fait un public. Alors, est-ce que tu m'envoies le texte? Moi, ça tombe bien, je l'avais rédigé. C'est une suite de petites notes, fragments. Et ben, j'avais fait ça 1 an plus tôt pour un colloque à la Sorbonne sur Rabelais. Et 3 ans après, vous voyez le truc qui arrive, publication d'actes de colloque. Alors évidemment, c'est une industrie... à qui ils vendent ces machins-là? Ils vendent ça dans les BU. En attendant, depuis, tous les trucs intéressants sont en ligne. Donc, mais bon, c'est commerce d'abonnement, de version numérique, etc. Alors, je reçois un email. Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le contrat de contributeur numéro 0302000471 concernant la publication Inextinguible Rabelais. Après avoir pris connaissance des dispositions qu'il contient, on va le faire, vous pouvez le signer de façon électronique en suivant la procédure décrite dans la section « Comment signer » qui se trouve à la toute fin de ce message. Les contrats de contributeurs sont indispensables en droit. Ils autorisent la publication de l'œuvre collective et protègent les droits des auteurs et de l'éditeur. Pour toute question éventuelle, merci de vous rapprocher du directeur de l'ouvrage qui centralisera les questions à transmettre à l'éditeur. Service administratif, classique Garnier. Un nom pour lequel j'avais plutôt de la sympathie. Alors, j'ai regardé. Convention d'édition. Contribution à une œuvre collective numéro entre les sous-signés Bonfrançois, Demeurant, auteur de la contribution et les abîmes érigés au-dessus des nus. Ah ouais, Inextinguible Rabelais, c'est le nom du colloque. Moi, c'était et les abîmes érigés au-dessus des nus. Une phrase du Gargantua que j'aime beaucoup. Apparaître dans la collection, etc. Si après dénommer l'auteur, d'une part, et la société librairie classique Garnier, siège social 6 rue de la Sorbonne 7505, si après dénommer l'éditeur, préambule. L'éditeur s'étant montré intéressé par la publication de l'œuvre, les parties se sont rapprochées afin de fixer les modalités d'exploitation de l'œuvre par l'éditeur. Il a été convenu ce qui suit. L'auteur autorise l'éditeur à publier, etc. L'auteur cède à titre exclusif à l'éditeur l'ensemble des
des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique. L'ensemble des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique. Ça veut dire 70 ans post-mortem. Et ça veut dire que l'ensemble des droits, moi le truc est sur mon site. Et heureusement, c'est ça la vie, elle est là, c'est accessible, c'est disponible. Bah non, au revoir, je le prends. Cette cession est consentie pour le monde entier, pour la durée de la propriété artistique, etc., 70 ans, conventions internationales actuelles et futures. Déjà là, tu as un premier pain juridique. Je ne suis pas spécialiste en droit, mais on n'engage pas un contrat pour des lois qui ne sont pas encore promulguées. Ça, quand c'était question des droits numériques avant, on a eu des discussions lourdes là-dessus. Je suis complètement... Donc, première disposition totalement illégale, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient être apportées à cette durée. Cette cession s'effectue à titre gracieux. Ok. À titre gracieux... Je cède ça, et là, c'est là l'illégalité. Vous pouvez pas, si on cède, et moi c'est ce que j'avais répondu d'abord avant que ça s'envenime, je dis, je vous concède bien volontiers que vous insériez ce texte dans votre PQ, de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre. En gros, enfin je le disais poliment, je disais pas ça comme ça, moi le truc il est sur mon site, c'est là qui vit. Cette cession s'effectue à titre gracieux, virgule, la contrepartie, donc ils le savent très bien, elle est là la légalité. Si c'est une cession, elle peut être à titre gracieux, mais il y a toujours un échange. Et cet échange, s'agissant d'une opération commerciale concernant un livre qui va être cédé dans tous leurs trucs de BU et tout ça à un prix prohibitif, mais ça ne me regarde pas, c'est évidemment qu'elle comporte obligatoirement, pour être légale, l'expression de sa contrepartie. Cette cession s'effectue à titre gracieux, la contrepartie étant la parution de cette contribution. Ah, la contrepartie dans la parution. Ben non, c'est ça que je cède. C'est ça que je leur... ils me demandent, je leur accorde. Voilà. Et l'envoi à l'auteur de 15 tirés à part numériques de sa contribution. Alors là, c'est le chapeau, les mecs. Des tirés à part, vous savez, c'est ce qu'ils faisaient autrefois. C'est-à-dire, ils prenaient le truc et vous receviez un petit machin de 10 pages. J'en avais une dizaine. Vous pouviez les distribuer autour de vous. Maintenant, évidemment, ça n'a rien à faire. Mais là, c'est 15 tirés à part numériques. C'est-à-dire que c'est un PDF de votre contribution mise en page. Et un PDF, a priori, vous l'envoyez à toute votre liste d'infos. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est 15 exemplaires, donc il y a 15 PDF identiques, donc c'est du galimatia. L'auteur s'engage à ne pas diffuser ni divulguer cet tiré à part numérique, un tiré à part numérique de sa contribution par ses propres moyens ou des moyens tiers via Internet ou tout autre moyen de communication. Donc, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent évidemment que ces trucs soient, vous savez, cette espèce de boîte qu'il y a à Amsterdam et qui monopolise une énorme, qui extorque des millions au consortium de BU pour obtenir des abonnements. Voilà. L'auteur recevra 15 tirés à part numériques de son article. L'ensemble des contributions sera mis à sa disposition si le volume bénéficie d'une subvention d'au moins 1500 € destinée à financer une partie de ces volumes et de leurs frais importants d'adressage, de colisage et de routage. C'est-à-dire, si ils obtiennent une subvention de 1500 €, alors peut-être les auteurs auront droit à un exemplaire de l'ouvrage. Bon, enfin, tout simplement, là, moi j'ai répondu. Non, excusez-moi, mais il y a longtemps qu'on le sait, et c'est important qu'on se bagarre, qu'on tienne nos trucs, parce que c'est une question de respect et de dignité. Si c'est un contrat de cession, et c'en est un, d'accord, et le contrat peut être à titre gracieux, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de contreparties qui sont insultantes, parce qu'on vous donne 15 exemplaires d'un PDF, ce truc. Mais de toute façon, la question n'est pas là. Si c'est un contrat, il y a une contrepartie commerciale. Et ça peut être 150, 200, 300 balles, peu importe. Là, ça peut être même 30 balles. Mais en tout cas, là, on serait dans la légalité. Même avec 1 €. Symbolique. Mais la question, c'est pas la question de la thune. En plus, moi, il s'agit de défendre Rabelais. Ouais, c'est sur le site que ça se passe. Mais la question, c'est, est-ce qu'on accepte
d'entrer dans un cadre illégal avec des personnes qui savent très bien que ce genre de contrat est totalement nul et non avenu au regard de la loi sur la propriété intellectuelle. Alors, je renvoie ça, je dis gentiment, je vous concède bien volontiers à titre gracieux, mais il est hors de question pour moi de signer quelque chose de toute façon. Ça va pas les tirer à part numérique, et puis d'autre part, de toute façon, s'agissant d'un contrat commercial totalement illégal, puisqu'il n'y a pas de contrepartie monétaire. Et ça, la légalité en France, elle est comme ça. Tout éditeur classique Garnier conçoit. Alors là, c'était le jeudi 21-11, et du 21 au 28, j'ai plus rien. Après ma réponse qui avait été immédiate. C'est-à-dire une semaine, je me dis, tiens, bon, c'est tombé à l'eau. Et là, c'est le supérieur qui me répond à 1h05 du matin. Alors, les monoprix se font alpaguer pour travail nocturne, mais l'édition, à 1h du matin, on ne vous alpague pas. Cher monsieur, madame m'a transmis votre message. Qu'entendez-vous par contrepartie commerciale? Ce contrat en comporte, bien entendu, le fait de publier l'ouvrage, de livrer à chaque contributeur des tirés à part de sa communication, le mot numérique a disparu, et un exemplaire du volume, moyennant subvention, sont des contreparties. Eh non, monsieur, ce n'en sont pas. Cela, c'est du troc, mais c'est illégal de travailler en troc. Si on signe un contrat concernant propriété... Allez, j'arrête. Après, il se plaint. Parce que contributeur d'actes de congrès, tout simplement parce que diviser un pourcentage de 6 à 10%, mais déjà, c'est-à-dire que 6% pour les auteurs, et que s'agit qu'ils se le divisent. Alors évidemment, dans ce cas-là, il y a quoi pour 20 contributeurs? Il n'y a rien. Générerait des frais de gestion considérables pour des sommes redistribuées extrêmement faibles. Et il parle comme les clowns chez Rabelais dont on se moque. Frais que ne pourrait supporter l'économie de ce genre d'ouvrage au coût très élevé et au tirage faible. Veuillez agréer, cher monsieur, mes meilleures salutations. Donc là, on prend pour un con. C'est-à-dire que le mec, il répond sur le truc qu'il peut pas. Alors à ce moment-là, qu'ils le disent. Non, je peux pas vous payer des trucs, ça reste un truc collectif. Donc, est-ce qu'on publie ou pas? Mais en même temps, il sait très bien que ce qu'il propose n'entre pas dans le cadre de la légalité, et il défile comme ça. Bon, alors là, du coup, c'est des tocards, et hors de question que mon texte soit repris chez eux. Bon, du coup, ça va pas vite, mes carnets. On rentre dans le cœur de ces carnets. C'est un rêve que j'ai eu il y a 3 jours. Alors, je raconte pas tous les rêves. D'abord, je note pas le matin tous les rêves que je fais. Je me force pas. Il y a des périodes, je le fais régulièrement parce que c'est toujours c'est un exercice nécessaire. Il faut toujours de temps en temps. Mais parfois, il y en a que je note et d'autres. Pourquoi ils rejoignent l'espace du carnet? Parce que c'était justement les questions numériques. Dans ce rêve, une charnière de l'écran du MacBook, de l'ordi, s'est défaite. C'est comme une prise Lightning, et il faut que je renfonce le couvercle dans son petit emboîtement avec une toute petite prise téléphone. Si je la renfonce, l'appareil reste utilisable, mais je dois le tenir, qu'il n'y ait pas de faux contact. Puis je découvre que tout le haut de l'écran s'est ébréché. Il faudrait que je mette un scotch noir pour le protéger, c'est-à-dire que la surface vitrée de l'écran se descamait, s'effritait. Il y a ça sur mon petit téléphone aussi, mais bon, celui-là c'est juste, vous voyez, c'est une espèce de peau là, de protection qu'il faut que je change. Puis finalement, que la surface est devenue comme molle. Les montres molles de Dali, on les connaît. Mais c'est tout l'ordi qui devenait à mesure tout mou. Je devrais m'en séparer, le porter en garantie. Ça, c'est la hantise. C'est-à-dire que là, par exemple, en garantie, j'ai le droit de faire changer mes touches. Mais le truc, il faut que je le fasse un colis, que je l'envoie. Ils ont un centre, je crois c'est à Romans, dans l'Isère, les garanties Fnac. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il y a 10 jours à attendre qu'ils examinent le truc, ensuite savoir
eux-mêmes qui réparent et qui renvoient. Mais moi, je ne peux pas rester tout ce temps sans ordi. Alors, ils ont un autre système, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé quand j'ai acheté cet appareil photo à la place du Canon. J'avais cassé un tout petit truc dessus, la prise micro. Mais il se trouve que la prise micro, j'en ai beaucoup besoin. Donc, on l'envoie. Moi, je ne pouvais pas rester sans appareil photo. Je me finance là, celui-ci, là, le GH5. C'est une occasion aussi d'aborder autrement la vidéo. Je suis vraiment heureux d'avoir fait le switch. Et puis, 10 jours après, le même truc de centre des garanties qui me dit ben, si vous nous prouvez par une facture que vous avez acheté un appareil équivalent, on vous rembourse. Donc le Canon est parti. C'est cette obsolescence programmée. Juste une toute petite fonction plutôt qu'à réparer. Bon, peu importe. Mais en tout cas, dans le rêve, il y avait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je perds quand l'ordi s'en va? Et en plus, il était mou, je ne peux plus travailler, mais précisément, est-ce que ça ne concerne pas ce qu'on met dedans? C'est-à-dire, comment s'exerce cette médiation de ce qui pour soi est important, qu'on met en travail, quand tout d'un coup, ce truc s'effrite, s'amollit, et puis que la seule solution, ce serait s'en séparer. Et puis, vous restez avec quoi? Ben, vous restez avec vos mots, vous restez avec vos rêves, vous restez avec vos images, et puis... c'est pour ça que je m'étais acheté au printemps la GoPro, en me disant, tu as ce truc et tu pourrais avoir un espèce de carnet complètement intime, c'est-à-dire, tu as juste à appuyer un bouton ici, tu appuies sur le truc, et là, elle te prend, ça va facilement, et toi, tu lui dis des suites de petites phrases, et ça aurait été ça, le destin de ce journal. L'épreuve, la boxe, là, parce que tu te mets un appareil ici, tu te mets un appareil là, tu as mis tes éclairages, tu as ton ordi, là, qui est là, tout prêt pour t'appuyer. C'est ça que j'ai besoin dans ces fichus carnets. Dans ce rêve, une charnière de l'écran de l'ordi s'est défaite. C'est comme une prise Lightning. Si je la renfonce, l'appareil reste utilisable, mais je dois le tenir. Puis je découvre que tout le haut de l'écran s'est ébréché. Je devrais mettre un scotch noir pour protéger. Puis finalement, que toute sa surface est devenue comme molle. Je devrais m'en séparer, le porter en garantie. Mais je fais quoi si j'ai plus d'ordi? Et la dernière idée de ce carnet, c'était... l'idée d'appartenir à un monde flottant. Je vais noter ça comme ça vient d'où? Cette semaine, la semaine dernière, donc je suis parti à Liège, je suis arrivé à 19h. Il y a eu ce petit moment de découverte de la ville très, très fort, parce que c'est dans ces lumières de fin novembre, et puis en plus c'est le quartier natal de Simenon, en plus on était rudement bien accueillis. Le lendemain, une journée où je n'ai pas quitté l'école d'art, mais une école d'art pour moi c'est tout un monde, c'est un monde en soi, dans une petite sphère à l'intérieur d'une plus grande sphère. Et puis à 5h30, il me renvoie à la gare, et là j'ai fait ce truc, changer à Bruxelles et faire un Bruxelles-Lyon direct, et je suis arrivé à 23h30 à Lyon. Là, j'ai fait mes 2 jours de stage à l'ENS, et puis le samedi, on repart à 18h30 pour arriver là, 21h30 par le train direct, il n'y a pas eu d'embrouille, par Massy. Et monde flottant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tes heures extrêmement intenses, les heures où tu interviens, les heures où tu peux être aussi dans la chambre et que tu as ouvert ta machine, un truc comme ça, mais finalement... pas fait grand chose dans les chambres, il y avait trop et c'est peut-être à cause de ça, c'est-à-dire je me disais mais c'est bien, je vais avoir quasiment 15 heures de train en 4 jours, tu vas en avoir du temps pour travailler, et dans tous ces heures de train j'ai rien fait. Alors évidemment tu bricoles, tu zoomes sur ton Facebook, si j'ai toujours mon petit calepin, tu regardes, j'ai toujours ma bio de Sarraute, parce que je l'ai en version Kindle, j'avance très lentement, mais parce que ça fait réfléchir à plein de trucs, donc tu perds pas de temps, mais justement c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup tu as des énormes heures, qui sont des heures où tu te trimbales, où tu vas d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire je connais bien Bruxelles, j'aime Bruxelles, je connais mal Lyon, mais j'aime Lyon, mais j'avais jamais fait Bruxelles-Lyon directement, tout en frôlant Paris par Massy, Marne-la-Vallée. Il y avait une espèce de peluche. Quand j'ai noté ça, il y avait une famille qui sortait de Disneyland et qui casait une énorme peluche. Alors j'avais cette espèce de grosse face de peluche qui me regardait, coincée entre le siège et la vitre. C'était très, très indiscret, j'ai trouvé, mais c'est pas très grave. Mais donc cette idée que tu serais embarqué dans une espèce de zone inertielle,
un petit peu morte pour la tête, un petit peu morte pour la parole, un petit peu morte pour le travail. Et puis qu'entre ces zones inertielles, tu vas avoir des temps d'intensité avec des pics extrêmement forts. Et c'est ça, cette idée du monde flottant. C'est-à-dire qu'à la limite, tu pourrais avoir ça comme projet de vie. D'ailleurs, même ça m'arrive là dans ma boîte. Là. C'est-à-dire tu restes, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait ce matin? C'est très bien, tu as les petits post-it là. Tu vois les post-it là, ils sont là. Tac, 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 facture, machin, le truc là, point d'interrogation, là, ce truc. Puis finalement, j'ai pas envie, quoi. Laissez-moi. Et tu te mets dans le monde flottant, même quand tu restes dans ton truc comme ça. C'est-à-dire, tu flottes, et puis après, bam, ça y est, et tu fais ce journal, par exemple. C'est cette idée-là qui me semble tellement en rupture par rapport à l'idée du monde qu'on avait à la fois. Alors, la question après, elle est plus délicate. Est-ce que c'est toi qui as une affinité particulière pour cette espèce d'enfoncement, à condition qu'il soit mobile? Et ici, il est immobile, mais il y a toute cette histoire des livres, des choses à faire. Et donc, c'est ce petit cube aussi qui serait comme satellisé, aussi dans une translation permanente. Est-ce que ça, là, est-ce que j'habite pas dans un wagon de train qu'on travaillerait pour toujours? C'est ça que j'avais appelé l'idée d'appartenir à un monde flottant, un état de latence. J'arrête là. C'est le carnet de cette semaine.